Bonjour à tous. Je vois qu'Audrey est connectée. Audrey, par contre, je vais activer ton micro parce que tu vas pouvoir nous faire quand même un petit coucou puisque c'est toi qui es à l'initiative de cette soirée qui devait se passer en présentiel malheureusement et qui est passée en distanciel. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous voir, même si effectivement ça aurait été très agréable de pouvoir voir tout le monde en présentiel. Bon, cela dit, on a quand même l'occasion par la technologie de pouvoir permettre à nos participants d'assister à cet événement. Je remercie également les participants pour l'attention et le suivi et la flexibilité qu'ils ont eu dans le cadre de cette inscription. Et puis, écoute, voilà, je vous souhaite une bonne présentation et puis j'espère qu'il y aura beaucoup de questions parce que c'est un sujet qui reste encore à explorer pour beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup. Merci à toi, Audrey. Et puis, j'en profite en remerciant Audrey, je remercie aussi TBS et puis le club des alumni qui a co-organisé cet événement. Donc, je ne sais pas si Raquel est connectée, mais en tout cas, un grand merci aussi aux équipes de TBS. Donc, on l'a dit, on a modifié ce format pour le transformer d'un présentiel en distanciel. On aurait aimé être avec vous à Toulouse, enfin, pour ceux qui sont à Toulouse, pour profiter du moment convivial aussi. Pour autant, on a prévu notre petit moment convivial. Donc, si vous voulez, de votre côté, vous organisez votre apéritif, c'est complètement ouvert. On a prévu à peu près 1h30 ensemble. Donc, une heure, on va dire, de contenu qu'on va vous partager. Et là, je vous partagerai le programme juste après. 3 intervenants, donc, dont moi-même, et on se présentera un petit peu plus par la suite. Donc, moi, je suis le président de Data Sculpting. Simon Bretin, qui est le président de Flutilian, qui se présentera également juste après, et Elvire Prochilo, qui est également consultante sur tous les sujets d'innovation avec Pragma Consult et qui se présentera également juste après. Je vous propose qu'on rentre dans le vif de notre intervention. Alors, au programme, donc on a une première partie où on va vous partager les résultats, enfin les principaux chiffres de notre observatoire de la maturité data, puisqu'on a mené une nouvelle enquête en Occitanie cette année. On a eu 143 chefs d'entreprise ou dirigeants d'entreprise qui ont répondu à cette enquête et qui nous a permis de détecter des nouvelles tendances ou des usages de la donnée en entreprise. Ensuite, Elvire interviendra sur les sujets du management de l'innovation à l'aide des données. Et puis, Simon viendra conclure cette session sur des sujets très concrets et pragmatiques de comment mettre à profit la donnée au service du pilotage avancé des activités de l'entreprise. Et puis, bien entendu, on aura une session questions-réponses. Si vous souhaitez échanger avec nous, vous avez des questions très directes. Ce que l'on va faire pour que ça se déroule de manière optimale, c'est que vous pouvez poser vos questions tout au long de notre intervention au travers du chat. RIM, que vous ne voyez pas, va collecter vos questions. Sur certaines, celles qui sont chaudes, entre guillemets, on pourra répondre directement. Et sinon, on gardera du temps à la fin de chaque intervention. Donc là, à 19h, 19h20, enfin environ, voilà, mais à la fin de chacune de nos interventions pour répondre à vos questions. Et dans tous les cas, si vous le souhaitez, à la fin, on peut réouvrir les micros pour avoir un échange plus convivial et plus direct. N'hésitez pas à lever la petite main. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Il y a une petite main sur laquelle on peut appuyer si vous avez des questions que vous souhaitez poser à l'oral. Je pense que j'ai fait le tour du cadrage. On va pouvoir se présenter. Je vais donner la main à Elvire dans un premier temps par galanterie. Et puis, Simon et moi, on se présentera juste après. On ne t'entend pas, Elvire. C'est mieux avec le micro. Bonsoir à tous. Donc, je suis Elvire Prochilo. Je travaille dans le management de l'innovation et l'entrepreneuriat depuis 17 ans comme consultante. Et donc, je m'investis en accompagnement individuel de porteurs de projets de start-up dans le monde du numérique et des applications spatiales essentiellement, dans le monde de l'industrie un peu aussi. Et je travaille aussi dans le management de projets complexes. Donc des projets complexes, ce sont des projets de développement économique, souvent liés à l'entrepreneuriat, étudiant ou féminin, ou bien ce sont des projets collaboratifs de R&D et d'innovation, qui sont basés sur des partenariats entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Toujours dans des filières numériques et spatiales. Voilà. Merci à toi. Simon ?
Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Simon Rotin, je suis le fondateur de Fleutilien. On est un éditeur spécialiste de la Smart Data. Donc nous, on essaye d'aider les PME, ETI et collectivités à faire un meilleur usage de leurs données numériques avec une solution qu'on a développée depuis 5 ans maintenant et qui est adaptée à ce segment-là. Donc un peu en opposition, on va dire, avec des solutions plus complexes et plus longues à mettre en œuvre, et avec la particularité d'être une solution souveraine, donc où chaque entreprise peut enfin redevenir maître de ses données dans le contexte actuel. Ça peut être un point intéressant, mais je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Merci Simon. Et donc moi-même, Gaël Philippe, donc, je suis président de Data Shooting, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans l'analyse, le traitement et la valorisation des données, basé à côté de Montpellier, à Castelnau-le-Lez. On est une vingtaine de collaborateurs. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de doper la performance des entreprises à l'aide d'une exploitation efficace et innovante de leurs données. Et dans les différents sujets qu'on adresse, on va toucher aux aspects stratégiques, c'est-à-dire le chef d'entreprise qui dit, voilà, j'ai des données dans tous les sens, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment les valoriser et les mettre au service de mon activité, jusqu'à la mise en œuvre également d'outils de pilotage. Alors nous, on n'est pas orienté sur un seul outil, on est assez indépendant, et donc on s'intéresse surtout aux problématiques de l'entreprise et quel outil on va pouvoir mettre en œuvre au service de ces activités. Et on s'intéresse aux usages des métiers et voir comment la donnée peut les aider à être plus performants au quotidien. Donc là, on va les accompagner sur toute leur montée en maturité. C'est ce qu'on va évoquer grâce à l'Observatoire, c'est comment accompagner les entreprises dans leur montée en maturité data. Et donc, je vous propose d'enchaîner sur ce sujet, justement. Alors, déjà, avant de démarrer sur notre institution, je voulais vous partager sur pourquoi s'intéresser à ce sujet de data en entreprise aujourd'hui. La première, et ça, vous le voyez déjà tous dans nos différentes activités, c'est que toutes nos activités se digitalisent. Et au final, on digitalise l'économie et c'est un réel gisement de données. Mais pour autant, la donnée, elle est là, certes, il va falloir la travailler, l'exploiter. Mais le potentiel est là. Ensuite, c'est que la technologie n'est plus un sujet. Aujourd'hui, on peut accéder à beaucoup de choses en mode cloud, en open source. Les technologies sont beaucoup plus accessibles qu'il y a une dizaine d'années en arrière, en termes de tarifs également. Donc ça, c'est de moins en moins un sujet. Et donc, même des PME peuvent s'y intéresser et mettre en œuvre des choses très opérationnelles. Et le troisième sujet, c'est qu'en fait, on voit que des usages internes ou externes à l'entreprise apparaissent de partout et qu'il y a de vraies attentes de la part des clients et du marché sur la mise en œuvre d'usages de valorisation des données. Donc, quelque part, notre message à nous, c'est de dire, allez-y, intéressez-vous à ce sujet, mettez en place les premiers jalons, commencez à vous intéresser aux usages que vous pourriez faire de la donnée au service de votre activité. Voilà. Donc maintenant, pourquoi un observatoire? C'est une fois qu'on a dit ça, on voit bien et on le constate que sur le terrain, ce n'est pas si évident que ça. Et notamment, les chefs d'entreprise de PME se posent beaucoup de questions. Et ce qu'on a souhaité faire avec l'observatoire, c'est d'aller chercher justement, nous, aller interroger les entreprises sur leurs usages des données, comprendre leurs enjeux, comprendre leurs freins, comprendre voilà, les problématiques qu'ils souhaitaient adresser à l'aide des données. Notre deuxième objectif a été également de sensibiliser les chefs d'entreprise et puis, bien entendu, de partager avec le plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré de partenaires pour pouvoir relayer ce type une enquête. Alors, on a fait une enquête cette année et on va en faire une chaque année, mais de pouvoir toucher le plus grand nombre d'interlocuteurs, y compris nos parties prenantes que sont la région. Donc, on a ADOC qui a été partenaire, les associations professionnelles, on a Leader, on a Digital 113, on a la Mêlée. Donc là, on a cherché à relayer au maximum. Et puis, on a cette année, et ça c'est nouveau, mis en place un site web dédié à l'Observatoire qui va permettre à la fois d'aller s'auto-évaluer. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, allez faire le test pour voir quelle est votre maturité data. Et vous allez pouvoir également accéder à des ressources. Donc, tous les partenaires de l'Observatoire partagent des contenus qui vont permettre de vous acculturer et de vous permettre de monter en compétence sur ces sujets data. Donc là, vous retrouvez sur cette slide le petit QR code qui vous permet d'accéder directement au contenu qui vous sera utile. Et sinon, vous allez sur le site observatoire-data.fr. Alors maintenant, avant peut-être de passer dans la suite du sujet, je voulais évaluer votre propre maturité. Quand on parle de maturité data, donc j'ai un petit quiz qui est tout simple et qui va permettre de connaître un peu le niveau de maturité de l'audience. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Normalement, ça doit s'afficher chez vous. Alors, pour l'instant, personne ne répond, donc je ne suis pas sûr que ça s'affiche. Est-ce que vous voyez le quiz?
Alors, nous voyons le quiz, Gaël. En revanche, chez moi, je n'y arrive pas à cliquer sur mon choix. Donc, Moi non plus, c'est comme un rapport en Gaël, fait. Gaël, c'est comme si tu affiches en fait les résultats. Ah, alors c'est tout simplement parce qu'on a dû faire le test avant et qu'en fait, effectivement, hop, je vais repartir de zéro, relancer le sondage. Tac. super, ça fonctionne. Ah, Non, Si. il y a un clic de trop. ça doit être bon maintenant. C'est bon maintenant, oui, effectivement. On a plutôt une audience qui est acculturée, il semblerait. Ok, donc globalement, tout le monde est plus ou moins dans la moyenne. On survole les sujets, on les connaît, on en a entendu parler, voire certains sont au top sur ces sujets, donc aussi comme experts. Et tout le monde voit bien l'intérêt de mettre à profit les données dans les usages de l'entreprise et au service de sa performance. Donc, on a déjà un public qui va être ouvert à ce qui va se raconter juste après. Donc là, je voulais revenir sur le concept même qu'on a développé avec l'Observatoire, qui est d'évaluer cette maturité data de l'entreprise. Ce qu'on a souhaité voir au travers de notre enquête, c'est d'évaluer chaque pilier. Alors, on a défini des piliers qui peuvent composer la maturité data d'une entreprise. Le premier pilier, c'est le potentiel data. Est-ce que j'ai, au travers de ma digitalisation autour des équipements qu'on a mis en œuvre et de la génération de données qu'on a au quotidien dans l'activité, est-ce que j'ai un potentiel à exploiter et quelle est la taille de ce potentiel? Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la stratégie. Est-ce que j'ai mis en place des actions que je compte en mettre qui vont être au service de la performance de mon entreprise à l'aide des données? Troisième sujet, c'est la gouvernance data et l'organisation. Est-ce que j'ai mis en place une organisation qui va me permettre d'être efficient dans cet usage et cette exploitation des données? Le quatrième sujet, ce sont les compétences. Est-ce que je dispose des compétences en interne pour répondre à mes enjeux d'usage de la donnée? Et puis, le dernier point qui est essentiel, c'est comment j'acculture et je partage cette connaissance avec l'ensemble de mes collaborateurs pour que ce soit l'entreprise qui soit complètement embarquée dans l'aventure data pour être une entreprise qu'on dit data-driven. Et ensuite, cette logique d'évaluation sous forme de radar nous a permis de différencier différents profils, depuis la personne, enfin, l'entreprise qui ne serait pas digitalisée, donc là le profil 0 tel qu'on le voit affiché ici, jusqu'à l'entreprise qu'on définirait comme full data-driven. Pour se projeter, full data-driven, on peut imaginer qu'Amazon est dans cette catégorie, c'est-à-dire quelqu'un qui a mis en place tous les éléments pour pouvoir mettre la donnée au profit de sa performance. Et puis, dans les différents profils intermédiaires, on va retrouver généralement les profils où vous êtes le plus, c'est 2 et 3. Le pilotage classique, c'est-à-dire qu'on a commencé à mettre en place des tableaux de bord, mais mes données sont en silo, elles ne sont pas partagées de manière transversale dans toute l'entreprise, on ne peut pas croiser les données. Je ne dispose pas forcément de data scientist, même de data analyst. Donc, on est sur un premier niveau de travail de réalisation de tableaux de bord et d'évaluation de la performance de mes différentes activités. Le niveau 3, on est sur quelque chose de plus évolué qu'on appellera business intelligence. Là, on a commencé à mettre en place un entrepôt de données, donc on centralise les données pour pouvoir les croiser, répondre aux questions des métiers. Et là, on a besoin de nouvelles compétences telles que le data analyst, qui lui va aider les métiers à répondre à leurs questions en formalisant ces tableaux de bord à l'aide d'outils un peu plus avancés, tels que celui que Simon pourrait proposer, ou d'autres tels que ceux de Microsoft, de Tableau, etc., etc. Et puis ensuite, les différents jalons, on va arriver sur des choses un peu plus évoluées où les data scientists, ça va leur parler, commencer à faire du pilotage prédictif. Mais là, il faut avoir passé les premières étapes avant de se projeter sur la modélisation de comportement client ou de prédiction d'activité. Donc maintenant, la question qui pourrait se poser, c'est vous, de votre côté, où est-ce que vous en êtes de ces usages du digital et connaissez-vous réellement le potentiel de vos données? Donc, je voulais aborder simplement, avant de démarrer dans le retour sur l'observatoire, c'est quelque part d'identifier toutes ces sources de données et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à l'entreprise. Donc, les premières données qu'on identifie tous dans notre quotidien, c'est celles qui viennent de nos logiciels, que ce soit les logiciels type ERP, CRM, les logiciels qui équipent nos départements financiers, donc la partie comptable, tout ce qui va permettre de gérer la production, la logistique. Donc, tous ces logiciels produisent des données de métier. On va bien entendu pouvoir trouver ces données également dans des fichiers Excel ou des sources PDF. La question sera de savoir comment les extraire, comment assurer la qualité de ces données. Et puis ensuite, on a tous les outils digitaux
qui vont équiper l'entreprise et qui vont permettre également de collecter de la donnée. D'ailleurs, pour les sociétés qui font, typiquement, on va avoir des audits techniques ou des relevés techniques sur le terrain, toutes ces données peuvent être également collectées et mises au service de la performance de l'entreprise. Ensuite, on va retrouver toutes les données qui sont issues des objets connectés. On en voit de plus en plus dans diverses activités et qui vont devoir aussi être mises à profit de la valorisation des données. Et puis, les dernières que je voulais évoquer, ce sont les open data, donc les données qui sont poussées par les collectivités locales, les acteurs publics, qui vont eux-mêmes générer de la donnée. Alors, on pourra en discuter, ce n'est pas toujours facilement exploitable, ce n'est pas forcément toujours de très bonne qualité. Donc, il y a plein de choses à faire. Pour autant, ce n'est pas si évident de travailler sur ces données-là. Donc, la question que je pourrais vous poser maintenant, c'est vous les mettez-vous à profit? Et on va voir au niveau de l'enquête que ce n'est pas toujours évident de les mettre à profit. Donc, juste pour revenir sur ce qu'on a fait cette année, donc on a déroulé l'enquête pendant à peu près 4 mois sur l'ensemble du territoire. On a eu 143 répondants, dont 60% de dirigeants d'entreprise. Alors, on le voit, les territoires qui ont le plus répondu, on a surtout l'Hérault et la Haute-Garonne, qui sont nos représentations avec nos implantations à chacun d'entre nous, les partenaires de l'Observatoire. On a une forte représentation des services B2B, donc services aux professionnels et du secteur du numérique. Et on a également une forte représentation des entreprises qui ont moins de 50 collaborateurs, puisqu'on a, je crois, 82%, voilà, c'est ça, d'entreprises qui ont moins de 50 collaborateurs dans les répondants. Donc, premier sujet qui a été évoqué, quels sont les objectifs prioritaires pour les répondants et notamment les dirigeants? Le premier, le fait de faciliter le pilotage de l'entreprise et arrive derrière tout de suite l'optimisation de la performance des activités. Et puis derrière, bien entendu, toute la partie business. Ce qui est intéressant, peut-être là, je solliciterai Simon, c'est que les dernières, la partie business était plus importante par rapport au côté pérennisé et mieux piloté. Je ne sais pas s'il y a eu un effet Covid. Dans tous les cas, il y a toujours des freins qui restent importants. Le manque de temps arrive toujours en première position, mais dès qu'on parle de sujets nouveaux, le manque de temps arrive en première position. Le manque de connaissances et de compétences également en interne. Donc ça, c'est toujours un problème, l'acculturation. Le manque de budget et de financement, et puis les outils non adaptés, la difficulté d'accès aux données. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, Simon. Oui, enfin, moi, il y a deux choses que je trouve très intéressantes. Un, c'est que l'élément qui arrive en tête, c'est vraiment quelque chose de très opérationnel. Faciliter le pilotage de l'entreprise, on sent que c'est quelque chose d'assez attendu, qui finalement, tout le monde dit quand on discute avec les chefs d'entreprise, oui, je pilote mon entreprise. Puis voilà, là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ça veut dire que c'est un des objectifs et il y a une prise de conscience que la donnée va leur permettre de faire ça. Et effectivement, sur les différents aspects. On voit également, et ça, c'est une véritable attente. Par contre, ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'il y a une grosse difficulté de passer à l'action. C'est qu'il y a l'envie, mais après, c'est comment je fais, comment j'y arrive. Et là, c'est quelque part, on le voit dans les chiffres, le manque de temps et de connaissances qui impacte quoi? Qui impacte la difficulté de choisir une solution, de lancer un projet, d'embarquer des équipes. Et donc, qui font que beaucoup de gens ont des projets, mais peu de gens arrivent à le faire. C'est un indicateur qu'on verra un peu plus loin, mais dans les faits, je crois que c'est un peu moins de 30% qui passent à l'action d'une année sur l'autre. Donc, on a une grosse déperdition en fait, entre l'intention et l'exécution. Voilà, c'est un peu tout l'enjeu aussi de cet observatoire et de ces types de webinaires pour vous aider à passer cette première étape, ce gap-là. Souvent, c'est la première marche qui est la plus difficile, comme souvent. Derrière, ça suit tout seul. Ouais, merci Simon. Et puis, il y a un deuxième sujet qui nous semblait intéressant de relever, c'est qu'au final, quand on parle de l'usage des données, et ça, Elvire l'abordera un peu plus, on parle d'innovation également, et proposer des nouveaux services, des nouveaux produits, transformer son modèle économique. On voit que ça arrive loin derrière quand même le côté très opérationnel, le pilotage, développement de l'activité, ça c'est assez classique. Par contre, lancer des nouveaux produits qui utiliseraient la donnée ou transformer son modèle économique à l'aide de la donnée, là, on voit qu'il y a beaucoup moins de monde qui se positionne là-dessus, alors que on peut quelque part faire évoluer les choses, et on l'a vu en période Covid. Ce sont des sujets de réflexion de pas mal d'entreprises qui étaient dans des secteurs traditionnels qui ont été pas mal chamboulés par ce qui s'est passé. Et certains se sont posé la question de la data, comment mieux la mettre au profit de leur activité. Donc, il y a peut-être des choses à creuser aussi à ce niveau-là. Alors, un autre point qu'on souhaitait aborder qui nous a semblé qui est assez flagrant et qu'on constate sur le terrain, c'est quand on revient sur le pilotage à l'aide des données. Donc, un grand nombre de répondants
se positionnent sur les sujets de pilotage. Donc, on voit à partir de 2, voilà, on a la majorité des répondants qui sont dans ces catégories « je pilote » à l'aide des données. Pour autant, quand on rentre dans le détail, on voit que 58% utilisent principalement Excel pour leur pilotage d'activité et arrivent derrière les logiciels métiers. Je sais que Simon, tu voulais rebondir là-dessus. Oui, donc c'est sur cette phrase-là, finalement, nous utilisons nos logiciels métiers. On voit que c'est une part très importante. Et pour nous, quand on voit sur le terrain, dans les faits, on trouve que ces logiciels-là, souvent, sont assez pauvres en termes de reporting et finalement font qu'on retombe très rapidement dans Excel. Donc, c'est vrai que ce chiffre-là, je pense, c'est un peu… il faut le prendre avec des pincettes. D'ailleurs, on voit qu'il y a un gros écart avec l'étape juste après, qui est celle du pilotage avancé, parce que c'est un peu un faux semblant, on va dire. Et dans les faits, alors il y a quelques logiciels métiers nouvelle génération, entre guillemets, qui intègrent vraiment des vraies briques de pilotage, mais la plupart des logiciels métiers anciens vous imposent de retourner dans Excel très rapidement, et donc vient remplir la ligne du dessus. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voyez vous aussi, mais on pourra en parler un peu plus tard. Alors, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être de vous poser la question de vous, où est-ce que vous vous positionnez aujourd'hui en termes de pilotage. Donc, je vais vous poser la question encore une fois avec le petit sondage. Il y a du beaux icônes pour illustrer ça. Donc là, simplement, vous l'avez vu, on a défini différentes catégories. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans quelle catégorie vous vous situez. Ah, des champions, c'est bien ça. Des gens qui sont prêts à partir sur Mars. Donc là, si tout le monde a répondu, je vais mettre fin au sondage. Donc là, effectivement, on a quand même un certain nombre de personnes qui sont déjà dans des catégories plus évoluées. On a du pilotage. Voilà, par rapport à la représentation qu'on avait de l'Observatoire, on a un petit peu plus de monde sur les catégories 3, 4 et plus. On a quand même encore du pas digitalisé ou pas de pilotage en place. C'est intéressant. Donc, on a quand même, encore une fois, une population assez mature sur ces sujets de pilotage. Donc là, pour revenir sur les données, on a posé une question qui était de savoir quelles étaient les données qui étaient les plus utilisées et en plus grande quantité dans l'entreprise. Sans surprise, on voit que les données clients et les données financières arrivent dans les premières positions, puisque forcément, les logiciels, que ce soit le CRM ou l'outil de facturation et de gestion de la compta, sont largement utilisés dans les entreprises. Et puis ensuite, arrivent les données de production. Et par contre, à contrario, les données achetées, les données de recherche et l'open data sont très peu utilisées. Données achetées, en fait, c'est souvent, alors c'est marrant parce que tout le monde dit oui, on aimerait vendre des données, on aimerait les valoriser la vente des données. Dans les faits, c'est quasi nul, hein, le pourcentage d'entreprises qui achètent ou qui revendent de la donnée. Même Facebook ne vend pas de données, il valorise des espaces de communication et donc eux, c'est plutôt un terreau qu'ils exploitent. Et autre élément intéressant dans ces chiffres, c'est que quasi 60% des entreprises ont déjà un historique de plus de 3 ans de données, donc ils ont de la matière, ils ont du potentiel, ne serait-ce qu'avec leurs données maison, entre guillemets, entre les données financières, données clients et données de production. C'est déjà une source, un potentiel à exploiter et à valoriser dans tous les usages des activités de l'entreprise. Simon, un complément d'info là-dessus? Ouais, c'est ce qui explique bien finalement que les entreprises ont envie de valoriser, ont besoin de piloter. Ils voient bien qu'ils ont des données, qu'ils ont du mal à les utiliser, donc c'est le premier enjeu. Sur les data achetées, j'ai un cas d'usage dont je parlerai tout à l'heure qui présente ça, mais c'est vrai, je rejoins tout à fait. Déjà, valoriser ces données internes, c'est compliqué. Alors, aller en acheter encore derrière, c'est vraiment pour des gens qui ont fait un step assez important dans la démarche. Super, merci. Après, quand on revient sur la stratégie, et là, je te laisserai développer parce que tu l'as déjà plus ou moins évoqué, mais on voit qu'il y a un passage à l'acte difficile. Donc là, dans la question qu'on avait posée sur quelles actions avez-vous prévues pour tirer profit de vos données dans les 12 prochains mois, il y en a 41% qui se projettent surtout sur la mise en place d'outils, de solutions numériques et également sur le travail sur les processus. Loin derrière, on arrive sur nous allons nous former ou recruter. Il y en a quand même 20% qui ne prévoient rien. Hein. Et puis autres, on ne sait pas exactement. Et ce qui a été également remonté, c'est qu'on a moins de 30% des répondants qui utilisent des financements publics ou des subventions de type BPI ou ADOC pour financer ce type de projet. On fait beaucoup appel du financement interne, alors qu'il y a des dispositifs qui existent aujourd'hui, notamment à la BPI et même chez ADOC, pour financer ces projets innovants qui consomment de la donnée.
D'ailleurs, je pense que ça sera l'objet d'une prochaine intervention, c'est de voir le type de financement qu'on peut activer sur les projets data. Simon, là-dessus, un complément? Pas vraiment de complément. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit que les gens comprennent qu'ils ont besoin d'utiliser des outils, mais qu'ils ont aussi besoin de travailler eux-mêmes en interne. Donc, c'est souvent un mix des deux, hein. L'outil vient aider, vient appuyer une démarche interne, et c'est ce qu'on voit travailler sur le processus, beaucoup de l'organisation, des prises de compétences, ISO d'ailleurs. Voilà, je rejoins ce que tu dis sur la partie financement. C'est vrai qu'il y a pas mal d'aides qui existent, diverses et variées. Souvent, on pense qu'en tant que PME, on n'est pas forcément éligible à ça, alors qu'en fait, il y a des dispositifs qui existent qui permettent de financer voilà, une partie de l'investissement qui va être fait. Ça peut être un facilitateur, même si ça ne doit pas être la raison de la digitalisation, bien évidemment. Complètement. Alors ensuite, on va revenir sur le sujet de la gouvernance. Alors ça, on l'a vu au travers de l'enquête. Tout ce qui est culture data et gouvernance des données dans l'entreprise, c'est des sujets où on avait une faible maturité. Là, typiquement, alors, sur le sujet de la qualité des données dans l'entreprise, donc assurer la qualité des données, on a une entreprise sur deux qui dit la suivre. On a quand même, je crois, un tiers des entreprises parmi celles-là qui indiquent qu'ils doivent améliorer ce suivi. On a aussi identifié que c'est la responsabilité des projets data n'était pas clairement identifiée pour quasi une entreprise sur trois, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de pilote dans l'avion sur ces sujets data. Il est partagé en fonction des sujets, en fonction de qui veut le porter. Quelquefois, c'est le DAF, quelquefois le DSI, quelquefois le directeur commercial, bien souvent le DG dans les plus petites structures. Et ensuite, on a également identifié, encore une fois, des sujets sur lesquels on est en retard, la cybersécurité. Seulement une entreprise sur trois, une entreprise sur trois n'a pas engagé de démarche sur la cybersécurité. Et on est à peu près dans les mêmes ratios sur les sujets RGPD. Donc, on voit que ça reste des sujets à travailler. La cyber, on était un peu étonné parce que, compte tenu du contexte actuel où pas mal d'entreprises se font attaquer, on était juste étonné de voir qu'il y avait encore 30% d'entreprises qui ne s'étaient pas intéressées au sujet. Simon, un complément là-dessus? Pas d'éléments à rajouter là-dessus. Moi, ce que je trouve un peu étonnant là-dessus, c'est qu'effectivement, souvent sur cette gouvernance, on n'implique pas plus de personnes au niveau comité de direction ou responsabilité managériale. Et donc, c'est un point quand même important parce que notamment côté direction commerciale, on sait qu'il y a pas mal de choses à faire avec la data. Et c'est un sujet qu'il faut prendre en compte. Même pour des entreprises industrielles, le commerce peut fortement bénéficier de la data. Petit clin d'œil. Je crois qu'il y avait du clin d'œil. Sinon, donc, le deuxième aspect sur lequel on a vu qu'il y avait une faible culture data, ce qui impacte également la connaissance des métiers et l'intégration de ces métiers dans l'entreprise et des compétences requises pour piloter ce type de projet. On entend beaucoup d'entreprises, alors ça c'est un témoignage et on l'entend encore, on a participé à des ateliers sur les métiers de la data. On va lancer un livre blanc là, avec Digital 113 sur le sujet. Le problème d'intégration de ces métiers-là, pour des gens qui ne connaissent pas ces métiers, ne serait-ce que l'intégration, le management, je pense que ça parlera à certains qui sont concernés par le sujet. Voilà, quand on est data scientist ou quand on se dit data scientist et quand on est dans une société qui ne connaît pas les sujets data, qui n'a pas mis de gouvernance en place, c'est bien souvent très compliqué de mener les projets à bien. Donc là, on a relevé dans l'enquête, on a 45% des répondants qui déclarent avoir les compétences en interne pour analyser et valoriser leurs données. On était un petit peu, voilà, ça nous interroge, puisque c'est quasi la moitié des entreprises. Et pour autant, derrière, on voit qu'ils ont une maturité très faible. Donc, on se demande si ce n'est pas aussi lié au niveau de connaissance. Est-ce que travailler un fichier Excel avec des macros, ça s'appelle valoriser, exploiter et analyser les données? Voilà, il y a peut-être tous ces sujets d'acculturation qui peuvent avoir un impact. On a quand même un tiers des entreprises qui cherchent à se former sur ces sujets. Donc, on voit qu'il y a une montée en compétences qui est demandée aux équipes internes de l'entreprise. Là, après, par contre, en termes de recrutement, dans les répondants, on avait simplement 8% des entreprises qui indiquaient souhaiter recruter des profils data. Et encore une fois, le niveau de culture sur ces sujets dans l'entreprise, on a 55% des répondants qui indiquent avoir une culture faible, voire très faible, sur les sujets data. Donc, ça veut dire pas forcément de formation interne, pas forcément de sensibilisation. Et là aussi, il y a un axe de progression important à amener. Simon, complément là-dessus? Pour moi, là, on commence à voir et toucher du doigt finalement un peu l'ambiguïté et la difficulté de maîtrise de ce sujet-là. Hein. Finalement, la culture data un peu partout est présente.
Grosso modo, soit on n'a pas les compétences, soit on a les compétences, pardon, soit on n'a pas du tout de sensibilisation data. Donc, je trouve que la bascule est un peu trop rapide entre les deux. Et dans les faits, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Il y a vraiment une notion d'acculturation globale de l'entreprise à avoir. Et pour moi, ça touche toute l'entreprise. Alors, on voit souvent que c'est encore quelque chose qui est assez dur de faire infuser finalement ou diffuser tout au long de l'entreprise. C'est un sujet clé parce que vraiment ce qu'on appelle valorisation des données, c'est l'ensemble des collaborateurs qui peuvent y avoir accès. Et donc, il faut absolument trouver les moyens pour le faire. Et là, les indicateurs montrent clairement cette limite-là. Très bien, merci. Alors, et là, on terminera. Il nous reste 2 slides, donc on va accélérer parce qu'on a 1 minute de retard par rapport au programme. Ce qu'on a également remarqué au travers des réponses, on a posé des questions sur l'éthique. Alors, ça intéressera, j'imagine, Olivier Oradou, qui est chez Occitanie Data, qui se préoccupe des sujets éthiques justement autour des données. On a posé la question, comme l'année dernière, sur est-ce qu'un label de confiance vous intéresserait. Donc, on a à peu près un tiers du panel qui répond oui. Et puis après, sur les sujets de préoccupation, on demande sur quel sujet vous souhaitez avoir des informations. Voilà, ça répond de manière assez diverse sur ces sujets de valorisation des données dans un cadre éthique et responsable. On a à peu près 28% des répondants qui ont dit qu'ils étaient intéressés par cette thématique. On en a 16% qui disent être intéressés par l'usage des données pour valoriser l'impact positif de l'entreprise dans le cadre de la politique RSE. Donc, clairement, la direction générale aura un impact et son éthique et sa vision éthique. On parle beaucoup d'entreprises à mission en ce moment, de la manière d'exploiter et d'utiliser ces données. Et quelque part, c'est un sujet qu'on voulait révéler. Donc là, je vais enchaîner directement avec cette slide pour connaître votre propre positionnement sur le sujet, puisqu'on a posé une question qui était un petit peu, qui pose la question de posture du dirigeant sur sa notion de vision de l'entreprise à 10 ans. Et là, une grosse partie des répondants ont dit, et un petit peu c'est ce qu'on défend chez Data Shooting, chez Simon défend le même positionnement, c'est que les données doivent être au service des métiers de l'entreprise et donc permettre d'accélérer sa performance. Mais on voit qu'il y a quand même une grosse partie encore des répondants qui indiquent aussi que ça va permettre d'automatiser fortement les processus de l'entreprise, quitte à modifier en profondeur l'organisation. Donc, ce qui est sous-jacent derrière, c'est potentiellement faire disparaître des emplois ou remettre en question certains emplois de l'entreprise. Et quelque part, moi, la question que je voulais vous poser, c'est vous, comment vous voyez l'entreprise en 10 ans quand l'IA, la data, ce sera normalement beaucoup démocratisé compte tenu des évolutions actuelles. J'aimerais connaître votre position sur le sujet. Donc, je vais vous poser la question tout de suite et voir votre positionnement. On est quasiment sur des sujets philosophiques là, sur des questions comme ça, mais c'est intéressant justement de voir les tendances. Peut-être ce sera intéressant d'ailleurs de comparer les tendances par zone géographique, parce qu'on risque de voir des différences pour le coup sur les 3 régions plus fortement impactées par l'observatoire, suivies par l'observatoire. Alors, je coupe le sondage. Donc, on l'a vu. Alors, il y en a un qui a pris du risque. Il s'est positionné sur l'automatisation. Et effectivement, on a fait le même exercice sur une salle d'une 50aine de personnes à Paris. La moitié de la salle s'est positionnée sur cette question. Ce qui était, c'est parce que malgré le fait qu'on positionne ça comme une posture, au-delà de ça, on se projette et on se dit effectivement, à force d'automatiser, il y a des métiers qui vont disparaître. On se pose la question sur les experts comptables. Que vont-ils devenir dans les 10 ans à venir s'ils ne font pas évoluer leur propre activité? Donc, c'est intéressant, mais on voit quand même que là, il y a une posture humaniste, entre guillemets, c'est que la donnée doit rester au service de l'homme. C'est les postures qu'on défend nous aussi. Donc, je passerai à la suite et donc je donne la main à Elvire qui, elle, abordera le sujet du management de l'innovation grâce aux données ou quelle place doivent avoir les données dans ce management de l'innovation. Elvire, c'est à toi. N'est-ce pas une petite place pour des questions-réponses? On enchaîne. Pardon, oui, effectivement, j'étais un peu rapide. L'idée, c'est peut-être permettre, s'il y a quelques questions, interrogations, réflexions suite à ce premier partage, même si on a quelques minutes de retard, on le rattrapera sur la fin. Sachez que vous pouvez lever la main au travers du voilà, certains ont déjà l'autorisation de parler, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, interrogations. C'est qu'on dans tous les cas, on se garde un temps de partage. On se garde un temps de partage sur la fin pour ceux qui souhaitent échanger un peu plus largement et qui ne veulent pas être oppressés par le timing.
Elvire, je te laisse la main. Merci. Donc, moi, je vais sortir du monde du numérique pour revenir un peu au cœur de l'humain, en fait, et essayer justement de voir quelle est la place de la donnée tout le long du cycle de vie d'un projet d'entreprise, finalement, et d'une entreprise, et comment le porteur de projet qui devient dirigeant doit traiter cette donnée. Donc, on voit bien qu'au début, au lancement d'un projet d'entreprise, on est entouré de données qui vont nous permettre de réfléchir à ce projet, qui nourrissent l'idée du projet d'abord. Et on est dans une espèce de chaos de l'information qu'il faut absolument structurer pour arriver à pousser son projet d'entreprise. Et on voit bien que les données sont au cœur de ce système parce qu'elles nous permettent à la fois de comprendre l'environnement dans lequel on va pouvoir développer ce projet, son environnement concurrentiel, son environnement légal, technologique, l'environnement local aussi à travers les réseaux, qui sont des sources d'informations et de données nécessaires pour le positionnement de son projet d'entreprise. Une autre dimension importante dans la donnée, c'est évidemment toutes les données qui sont relatives aux cibles, aux segments et au marché, donc des utilisateurs, des consommateurs, des acheteurs qu'on souhaite adresser. Et par ce biais-là, forcément, on va passer par du questionnaire, on passe par, là aussi, de la manipulation de données quantitatives, qualitatives, donc nécessaire à traiter pour arriver à trouver sa bonne cible. Et enfin, les données sont aussi dans les systèmes de veille d'information et dans la détection de ces partenaires et de ces parties prenantes qui vont aider justement à la construction de son projet au cœur d'un écosystème. Donc, à titre d'exemple, donc si on part sur une startup, c'est le slide suivant. Donc, quand on démarre un projet d'entreprise, forcément, il faut structurer son idée et l'outil aujourd'hui qui est le plus qui est majoritairement utilisé, c'est le business model Canvas qui permet bien justement de structurer toutes ces informations pour pouvoir donc les organiser, les harmoniser et les traiter de façon méthodique pour vérifier si les hypothèses qu'on va porter sur son projet d'entreprise dans ce type de matrice vont s'avérer valides à travers la confrontation au marché sur le terrain par les fameux questionnaires dont je parlais tout à l'heure concernant les cibles, par exemple, et les fameuses investigations. Et voilà. Donc, où est le digital à ce stade ? Typiquement, c'est quand même déjà intéressant à ce stade de archiver sa donnée, de la structurer, de l'organiser à travers des outils numériques assez basiques comme les outils bureautiques, des systèmes de veille aussi, comme je disais tout à l'heure, qui vont nous aider à commencer à donner un univers numérique à ces informations et pour nous permettre de mieux les exploiter dans un deuxième temps. Donc, je peux me permettre de rebondir sur ce que tu es en train de dire. C'est vrai que nous, dans les projets qu'on rencontre, bien souvent, il y a des systèmes digitaux qui sont en place. Après, la question qui se pose souvent sur les chefs d'entreprise, c'est plutôt à quels enjeux je souhaite répondre, donc quelle est la proposition de valeur et en quoi la donnée va servir à la proposition de valeur. Et là, c'est de revenir sur les usages. Avant même de parler de techno, c'est quels usages je veux adresser Exactement. pour servir à la proposition de valeur de mon entreprise. Tout à fait. Et donc, à ce stade du processus de création, on est bien sur la construction d'une proposition de valeur. Donc, quels sont les usages et quel marché j'adresse. Donc voilà. L'entreprise, une entreprise qui est en phase de croissance, évidemment, va se retrouver dans une étape un peu plus stratégique, sensible, on va dire, de son développement, puisqu'elle doit passer un palier. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle se
se structure en termes d'embauche, en termes d'organigramme aussi, organisation par fonction, marketing, RH, comptabilité, finance, production, etc. Travailler sur sa stratégie de développement. Donc forcément, à ce stade, il devient un peu nécessaire de construire son système d'information informatisé, on va dire, à partir du système d'information de l'entreprise. Donc pour permettre de bien gérer ce patrimoine informationnel. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exposé de Gaël, c'est vrai que ce sont souvent les données clients, ce sont les données clients, les données comptables qui arrivent en premier. Mais les suivantes, données de production et même dans les données clients, structuration du système d'information marketing, de l'outil de CRM, c'est parfois des mises en œuvre qui restent quand même assez complexes et difficiles pour des petites structures ou des structures en croissance. Et donc, je rebondis sur ce que disait aussi Simon, ça pose la question de la stratégie de la direction, à quel moment à quel moment dans sa phase de croissance elle va poser cette fameuse stratégie digitale. Et comment elle va la poser, avec quels moyens, moyens humains, financiers, pour justement favoriser la culturation donc de cette pratique dans l'entreprise par tous, pour faire en sorte que l'aide à la décision soit facilitée. Et voilà, sachant que je rebondis aussi sur la dimension de sécurité, c'est vrai que ça devient de plus en plus flagrant qu'une stratégie de sécurité dans l'entreprise doit s'imposer le plus rapidement possible aussi bien sur les données de RGPD et les données cyber, les données de la protection des données avec des outils cyber plus ou moins puissants. Je rajouterai que le personnel et les acteurs de l'entreprise doivent être aussi acculturés à la sécurité économique, basiquement. Donc, à savoir justement la protection des informations, les brevets, qu'est-ce que je dois faire avec mes clés USB, comment je dois me promener avec mon ordi portable si je pars en déplacement à l'international, etc. Parce que ça peut avoir effectivement des incidences très conséquentes pour les entreprises, y compris pour des PME, donc des entreprises de petite taille, surtout quand elles ont un volet à l'international assez conséquent. Donc, troisième axe, c'est le volet, c'est les données qui sont donc là à ce stade. Si à titre d'exemple, je vais laisser la parole à Simon, qui va nous parler d'un cas de croissance d'entreprise. Donc, c'est slide suivant. C'est bon, c'est passé. Ah, tu l'as enlevé? Ouais, on a passé, on a dit qu'on la présenterait sur les… donc justement, Simon en parlera. Juste un petit mot avant, Elvire, sur ce que tu disais. Je pense qu'il y a une chose que tu as dite qui est très, très vraie et très importante, c'est le passage à l'acte, finalement, à l'acte numérique. Exactement. Qui est un élément très important, qui est difficile. Tous les chefs d'entreprise sont conscients de la nécessité de gérer un peu de commerce, de gérer un peu de finance, de gérer un peu de RH. Par contre, ils sont beaucoup moins conscients de la nécessité de gérer aussi le numérique et de ne pas se laisser embarquer ou de ne pas déléguer ça de 100% à des équipes ou à des consultants externes. Et donc, il y a une vraie nécessité aujourd'hui du chef d'entreprise de comprendre ça, de bâtir lui-même sa stratégie numérique, la faire exécuter par d'autres, évidemment, mais d'en avoir une bonne conscience, compréhension, et ce qui sous-tend un peu tout ce que tu disais sur la partie cyber, notamment derrière, mais au-delà de ça, sur la valorisation des données potentielles à terme, et ainsi de suite. Trop souvent, aujourd'hui, on voit des chefs d'entreprise qui délèguent ces sujets-là
avec un impact qui peut être parfois désastreux parce que c'est le numérique aujourd'hui au cœur quand même de beaucoup de choses. Et quand un chef d'entreprise perd la vision sur un de ses cœurs d'activité, en général, ça ne se passe pas très, très bien, surtout dans ces phases de croissance et de structuration importantes. Oui, donc, je voulais rebondir aussi sur la dernière ligne que tu as mise, la valoriser les actifs de l'entreprise en vue d'une levée de fonds. Ça, on le voit de plus en plus. Hein, le sujet data, c'est un vrai moyen de valoriser, c'est-à-dire que des startups aujourd'hui, j'allais dire, qui en termes de patrimoine ou d'actifs n'ont pas grand-chose. Par contre, ils ont des projets qui impliquent les données, l'usage des données, la valorisation de ces données, peuvent rapidement valoriser leur activité et dans le cadre de levée de fonds notamment, ça a un impact majeur. D'ailleurs, on a même eu des questions sur est-ce que ces données, cet actif donné qui n'a pas encore été exploité a une valeur. Et aujourd'hui, c'est très compliqué, enfin, même juridiquement parlant ou côté financier, on ne valorise pas la donnée, c'est son usage qui est valorisé. Donc la donnée en tant que telle n'a pas de valeur tant qu'elle n'est pas utilisée, mise à profit d'un usage. Elle doit apporter un bénéfice à quelqu'un. En tout cas, dans le cadre des levées de fonds, on le voit de plus en plus, la donnée est un élément clé. Levée de fonds et transmission, Gaël, hein, parce que tu prends l'exemple de transmission, clairement aussi. Mais transmission sur une PME aujourd'hui, quelqu'un qui veut reprendre une PME qui ne serait pas ou mal digitalisée, clairement, ça a un impact important, surtout dans les transmissions entre vendeurs un peu âgés et repreneurs un peu plus jeunes qui sont passés par là, qui ont cette conscience-là. Ça génère souvent des frictions assez fortes. Donc, je veux juste dire qu'il n'y a pas que les startups non plus, même des PME traditionnelles peuvent être fortement impactées par ça. Tout à fait. Donc, je voulais juste rajouter à ce stade et au regard de ce que viennent de dire notamment Simon, c'est que finalement est-ce que quand on démarre un projet d'entreprise, typiquement sa stratégie numérique, il ne faut pas l'intégrer dans son plan de développement ou dans son business plan. Comment on intègre une stratégie de diversification ou une stratégie de développement à l'international. Et quelque part, cette stratégie numérique, est-ce qu'elle passerait pas avant, justement, est-ce que ce ne serait pas prioritaire par rapport à une stratégie de diversification ou une stratégie de développement à l'international, dans le cadre d'une phase de croissance? Ce qui appuie la nécessité de la prise de conscience de mettre en place cette politique et ce pilotage numérique par le dirigeant, en fait. Pour finir, donc, dernier point, c'est effectivement les données sont un support à l'innovation. On le voit tous les jours à travers tous les projets collaboratifs et de R&D qu'on peut rencontrer dans les entreprises, les technologies qui se développent, on les a évoquées tout à l'heure, l'intelligence artificielle, le data science, le deep learning, qui sont source de nouveaux usages, qui sont source de nouvelles capitalisations des données, en fait. Et on va dire que ce qui aujourd'hui est important, c'est quelle est l'information utile, c'est qu'est-ce qu'on va sortir comme information utile de toutes les données qui nous entourent, du croisement des données que l'on peut exercer entre une donnée météo et une donnée domestique, donc de température au sein dans un bâtiment. Voilà, comment exploiter ces données, comment faire en sorte qu'elles vont amener de la valeur et générer des nouveaux comportements. Et donc, on voit effectivement dans les contextes d'innovation et de recherche qu'en plus donc, de travailler sur du croisement de données de sources hétérogènes, cela génère des collaborations pluridisciplinaires qu'on ne voyait pas avant. Et qui impose à ces publics d'apprendre à se comprendre et à se parler. Le monde de l'informatique avec le monde de la médecine, avec le monde de l'énergie. Et donc, forcément, plus on multiplie ces échanges et plus ça génère de l'innovation.
L'ouverture des données, l'open source et l'open data sont aussi évidemment source de création de valeur et d'innovation, notamment à travers la construction de modèles économiques décalés, puisque à travers l'open source, on peut donner un accès à la fois facilité à l'usage de certaines applications, et pour autant, on sait qu'elles peuvent être aussi source des sources de prestations qui peuvent être très, très lucratives pour les acteurs du monde du numérique. Donc, à titre d'exemple, je voulais donc présenter un projet sur lequel j'ai travaillé avec le CNES et l'IRIT, donc qui concernait la mutualisation de données de sources hétérogènes pour améliorer un camp autonome, les performances d'un camp autonome et connecté. Et donc là, on avait effectivement la problématique pour rendre ce camp autonome, aller utiliser de l'Internet des objets pour l'optimisation de l'énergie, pour collecter des données médicales et de nutrition, et entre autres, pour monitorer le camp aussi, donc à distance. Et puis des données spatiales pour donc superviser le camp à distance et communiquer évidemment à distance avec ce camp. Et donc typiquement, on avait justement un panel d'acteurs autour de la table très conséquent qui nous ont permis de construire un modèle donc qui nous permettent de pouvoir collecter de la donnée croisée qui soit au service donc, de l'explorateur pour qu'il puisse mieux gérer son quotidien dans un contexte de vie hostile en fait et compliqué. Donc, très clairement, c'est à partir d'un agenda de la journée, sachant que l'environnement est à 40 à 50 degrés, c'est comment je me nourris, comment je me soigne si j'ai tout d'un coup des problèmes de chaleur, de sources de chaleur, etc., etc. Donc voilà, et ce projet est évidemment déclinable, et les applications qui ont été déployées sont déclinables dans des environnements qui peuvent être avec des périmètres géographiques beaucoup plus importants qu'un camp autonome. Voilà. Merci Elvire. Je propose à Simon qu'il prenne le relais sur le sujet de pilotage, qui va répondre, je pense, à de questions. C'est pareil, il y a quelques questions pour Elvire. Alors, il y a peut-être la question qu'on avait tout à l'heure, on la gardera, la question de Joël, on la garde. Je la garde. En fait, ce que je vais faire, c'est que la question elle est plus générale, donc je la garde pour la fin. Et merci Joël d'avoir posé cette question. Je pense que du coup, elle touche un petit peu à tous les sujets et ça touche à la compétitivité des entreprises. On la prendra en fin de parcours. Je ne sais pas s'il y a des questions pour Elvire ou sur le contenu qu'elle a présenté avant que j'attaque moi sur la partie performance de l'entreprise. Ou en tout cas mise en place, retour d'expérience un peu concret. Hop, pas de questions, on est tellement clair, on a tellement bien répété. Parfait. Alors du coup, c'est toi qui vas devoir me passer les slides. Donc rapidement, avant d'attaquer, de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter juste une slide qui résume un peu la proposition de valeur. Et je vous l'ai dit, Flotilien est un éditeur logiciel. Et qu'est-ce qu'on vient faire finalement dans le monde de la data, puisque ce monde-là, il existe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années.
Selon certaines personnes, j'en fais référence au Transfo Digital Day de l'an dernier. Le prochain, d'ailleurs, si ça vous intéresse, il sera le 16 décembre à Toulouse, Montpellier et un peu partout dans la région. La data, c'est assez simple. Il suffit, entre guillemets, de traiter les 6 couches présentées ici, des flux, de stockage, préparation et ainsi de suite jusqu'à la restitution. Tout va très bien. Le problème de ça, c'est qu'en général, c'est perçu comme étant très compliqué, surtout pour des patrons de PME dont le cœur de métier n'est pas l'informatique, très coûteux. Ça peut être une certitude. Néanmoins nécessaire, qu'à partir du moment où on a une certaine maturité, il faut avoir bonne conscience de la séparation de ces différentes étapes du flux de traitement de données, parce que chacune a sa valeur et chacune a son importance. Mais en première approche, et pour des cas d'usage un peu plus simples, souvent un peu trop compliqués. Le deuxième élément que je voulais mentionner, c'est que tous ces acteurs-là, ils sont malheureusement tous américains. Et ça chagrine un petit peu le citoyen européen que je suis. Du coup, si tu passes à la slide suivante, nous, ce qu'on fait chez Flutilian, c'est qu'en fait, on a bâti une plateforme qui va traiter tous ces sujets-là en une seule et même unité, en quelque sorte, depuis la captation jusqu'à la restitution. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on va permettre d'adresser les premières étapes de pilotage, de valorisation de données. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant avec des exemples que j'espère très concrets. Le premier exemple, c'est l'exemple de Maison Céro. Maison Céro, ce sont des gens, on est en Occitanie quand même, donc ils travaillent dans le monde de l'agri-agro. Je peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, ils vendent des produits charcutiers, saucisses et fraîches de l'Aveyron. Ils sont basés dans le Lot, alors à Cap-de-Nac. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est à mi-chemin, c'est à la frontière du Lot et de l'Aveyron. Et donc, ils font des super bons produits que vous pouvez retrouver en grande distribution dans toutes les grandes marques de distribution que vous connaissez, Auchan, Carrefour et consorts. Et bien évidemment, vous doutez, dans le monde agri-agro, un des sujets majeurs, c'est celui de la traçabilité, donc de s'assurer que si jamais il y a un problème qui est détecté à un moment donné, ils savent remonter à la source de l'information. Et donc, ils ont évidemment un ERP, en l'occurrence, cet ERP s'appelle Alta. Je n'ai rien contre Alta, d'ailleurs, ils font très bien leur boulot sur la partie traçabilité. Le problème, c'est que c'est un outil qui est un peu ancien. Et donc, les sujets, comme je le disais tout à l'heure, les sujets de pilotage, de restitution de données, finalement, ce n'est pas le cœur du sujet. Et plus généralement parlant, un ERP, son objectif, c'est avant tout de gérer une intégrité de la donnée, s'assurer que la donnée est traçable et maîtrisée à des fins financières, à des fins opérationnelles, rarement de la présenter. Du coup, si tu passes sur la slide d'après, comment il fonctionnait? Et je ne doute que vous ne fonctionniez pas comme ça pour un certain nombre d'entre vous. Traditionnellement, on a son ERP, on exporte ces données au travers d'un CSV ou d'un Excel, on envoie ça à toute l'équipe commerciale. Je fais un petit focus sur l'équipe commerciale puisque c'est ce sujet dont on va parler. Chaque commercial fait ses petits tableaux dans son coin, fait ses petits KPI. Et puis, quand on en revient à une réunion de présentation commerciale, le directeur a fait la même chose. Il partage avec ses équipes. Si tu passes à la slide d'après, et là, c'est un peu le bazar. C'est-à-dire que chacun a ses indicateurs. On a fait des super calculs. On a des présentations qui sont plus ou moins jolies, plus ou moins justes, puisque voilà, eux, ils faisaient des erreurs. Vous n'en faites peut-être pas, mais on faisait quelques-unes quand même. Et donc, ça génère quand même pas mal de frustration, pas mal d'incohérences dans le management commercial, mais également chez les clients. Puisque quand vous arrivez chez votre client et que c'était leur cas, la première chose que vous faites, c'est passer dans les rayons du magasin, non pour voir les produits qui sont présents et où est-ce qu'ils sont présents, ça c'est normal, mais également pour voir un peu vraiment quels sont les produits référencés, quel est le volume de vente qui a été fait. Là, ils partaient de zéro et donc c'était souvent la première étape de l'échange avec leurs clients. Tu passes à l'étape d'après, s'il te plaît. 2 étapes, donc des discussions un peu compliquées. Qu'est-ce qu'on a fait chez eux? On a été prendre la même source de données finalement. Par contre, on a automatisé tout le calcul des indicateurs métiers qu'on voyait tout à l'heure. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les commerciaux arrivent directement sur la plateforme, ont directement leurs bons indicateurs et n'ont pas à faire tout ce travail de calcul d'indicateurs, de calcul de chacun de leurs indicateurs. Et déjà, on partage la même information. On l'a vu tout à l'heure et dans l'exemple que donnait Elvire, qu'on a vu dans les problèmes de maturité, plus généralement dans les chiffres, arriver à partager les mêmes informations, avoir les mêmes indicateurs, c'est un élément assez important pour le pilotage de l'entreprise. Tu tournes encore d'un cran. Et du coup, comment ça se passe? Concrètement, aujourd'hui, ils se connectent sur l'interface. On est sur une interface web. Donc déjà, on est sur un mode un peu plus nouveau. On va pouvoir y accéder depuis un téléphone portable. Et les premières étapes qu'on va apporter dans ce type d'organisation, pour rassurer tout le monde, merci. Je n'oublie pas le fait que digitaliser un process comme ça, c'est très anxiogène. Pour une équipe commerciale, vous touchez aux chiffres, vous touchez à leurs variables, ça panique un peu à tous les étages. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait cette interface-là, qui est
somme toute pas très jolie, mais très rassurante. Pourquoi? Parce que c'est le tableau Excel qu'ils avaient avant, qu'ils faisaient à la main, et on l'a digitalisé, avec bien sûr des notions de filtre, de sélection de dates, de colorisation, de regroupement, donc tout un tas de choses qui sont assez naturelles dans le monde web, qui n'étaient pas dans le monde Excel, et sur lequel ils ont pu dire, OK, j'ai mon tableau Excel, j'ai mon interface web, j'ai la même chose. Maintenant, on peut discuter, j'ai confiance dans l'outil, et je passe à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est quoi? Si tu parles sur les slides d'après, là, tu peux tourner un petit peu. Ça va vous montrer quelques tableaux de bord, des tableaux de bord assez simples, son chiffre d'affaires, des répartitions et des segmentations d'activités ou de groupements de clients, des éléments visuels qui sont un peu plus parlants que des camemberts. Et pour finir par une fiche d'identité client, un tableau de bord client, où on sait très précisément le chiffre d'affaires qui a été fait au cours des mois passés, les dernières commandes qui ont été passées, les articles qui marchent bien, qui ne marchent pas bien. On a même implémenté une petite météo du client en fonction de son niveau de commande, son volume d'achat par rapport à l'an passé, et ainsi de suite. Et là, on arrive vraiment avec un commercial qui a, vis-à-vis de son client, une interface qui va l'aider et le transformer d'une position de vendeur, une position de conseil, de comparaison, de compréhension, et qui leur permet aujourd'hui d'être beaucoup plus dans l'accompagnement de leurs clients que dans la simple vente et prise de commande. Le résultat de ça, c'est que je crois que depuis, ça fait 18 mois qu'on les accompagne, sont sur un beau taux de croissance malgré la période Covid qui a été assez complexe dans le monde de la grande distribution. Donc voilà un premier projet que je voulais vous présenter. Vous voyez, un projet vraiment de pilotage. On part d'un tableau Excel, on transforme ça en indicateur avec des choses connues, maîtrisées, et puis ensuite, on améliore la situation petit à petit pour garantir tout ça. Le deuxième projet que je voulais vous présenter, c'est un projet qui est un peu plus orienté IoT, qui concerne Decoset. Decoset, c'est le syndicat qui gère les déchets à l'échelle de l'aire urbaine de Toulouse. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui vont à la déchetterie, si tu passes à la slide d'après, souvent, l'accès à une déchetterie, ça ressemble à ça. On attend beaucoup, surtout le week-end, on fait la queue. Les élus, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais ils sont quand même conscients de ça. Et donc, dans leur salle de conseil d'administration, ils se posaient quand même pas mal de questions. Est-ce qu'il y a vraiment des queues, combien et comment? Et puis, il y en a toujours trop, parce que quand vous passez 2 heures dans votre queue, dans votre déchetterie, vous croisez votre maire le lendemain, vous lui en parlez de la queue que vous avez subie. Donc, ça remonte au niveau de Decoset. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, enjeu financier, évidemment, quand il s'agit de faire de nouveaux investissements ou de choisir une déchetterie à rénover, foire d'empoigne, laquelle on rénove, évidemment. Chaque représentant de chacune des collectivités ayant forcément raison par rapport à l'autre. Comment on gère ce type de problème? Il se trouve que chez eux, ils avaient des petites caméras, qu'on appelle les caméras LAPI, qui prennent en photo vos plaques d'immatriculation quand vous rentrez, et ils stockaient ça, ils captaient ça. Ça faisait même 5 ans qu'ils captaient ça. Et qu'est-ce qu'ils en faisaient? Malheureusement, rien. C'est un peu ça tout le drame. Pourquoi ils n'en faisaient rien? Parce qu'une douzaine de déchetteries à l'échelle de l'aire urbaine de Toulouse, un fichier généré par jour, environ 1000 passages jour sur les plus grosses déchetteries, 1,2 million de passages à l'année. Trop de données, pas possibilité de faire ça sous Excel, pas d'outillage interne. Donc, en fait, on est vraiment assis sur un tas d'or pour répondre aux questions de nos élus, pour essayer d'améliorer la vie de nos concitoyens. On n'arrive pas. Du coup, si tu passes à celle d'après, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place une architecture, donc il y a un peu de digital évidemment là-dedans. Donc, on a décapté les données sorties de la caméra, les données brutes, données numériques, on les envoie sur notre plateforme, des choses qu'on sait très bien faire, et on commence à bâtir des indicateurs. Indicateurs qui permettent finalement assez rapidement de répondre aux questions qui se posent. Des questions à la fois de surveillance opérationnelle. Ah oui, l'informatique, ce n'est pas vous, je vais l'apprendre, ça peut tomber en panne, ça arrive, surtout dans l'IoT, parce que sur une déchetterie, l'accès Internet est coupé, parce que la caméra est éteinte, parce que la personne qui est à l'accueil, ça l'enquiquine un petit peu de devoir faire le portail d'entrée, donc il laisse la porte ouverte et au final, il éteint la caméra parce que c'est plus simple pour lui. Tout un tas de petits détails qui n'étaient pas supervisés, qui permettent de voir un peu ce qui se passe, c'est les interfaces que vous avez en haut, et de mesurer finalement la disponibilité, en quelque sorte, de ces caméras et du système de contrôle. Rapidement, vous vous doutez bien que de façon assez simple, à partir du moment où on a ces informations-là, compter le nombre de passages, c'est assez rapide. L'avantage d'une plateforme de gestion de données, c'est que très rapidement, on va pouvoir mettre en place des visualisations qui vont leur parler ou qui vont les intéresser. Typiquement, quel est le jour sur lequel il y a le plus de passages? Quel est l'horaire de la journée sur lequel il y a le plus de passages? C'est le petit graphique que vous aviez à droite. Entre parenthèses, on découvre des choses quand on regarde ces données. Là, ils ont découvert que le jour de plus forte activité ou la demi-journée de plus forte activité, c'était non pas le samedi et le dimanche comme vous le pensez peut-être, mais c'était le lundi matin. Le lundi matin, donc post-week-end ou le mercredi matin, près RTT d'après-midi ou 4/5e de la journée. Et
à tel point qu'ils s'en sont venus à douter que notre plateforme ne fonctionnait mal le mercredi, mais fonctionnait bien les autres jours de la semaine. Pour vous dire un petit peu l'acculturation nécessaire sur les enjeux digitaux, data autour de ça. Voilà, dernier élément, c'est qu'avec toutes ces données-là, on va pouvoir les représenter différemment et de suite bâtir des indicateurs de suivi annuels à l'ensemble de l'aisselle de Decoset, voir les augmentations de trafic derrière, voir aussi les chutes. Si vous regardez bien le petit graphique en bas, vous voyez qu'il y a 2 barres bleues qui sont un peu plus faibles. Ça, c'est le creux de la période Covid, compensé le mois d'après. Comparer aussi les usages sur différentes EPCI, ainsi de suite. Si vous m'avez suivi, si vous m'avez écouté, normalement, là, vous dites une question, vous dites, mais quand même, on a des plaques d'immatriculation, ça serait bien de savoir d'où ils viennent tous ces gens-là. Et là, on répondrait à la dernière question qu'avaient nos élus, quelle déchetterie on rénove? Donc, bien sûr, on déploie ça sur toutes les déchetteries, excusez-moi, j'ai oublié ça. Mais donc, d'où viennent nos gens? D'où viennent nos personnes? Pour ça, on a été chercher des données externes. Il y a une base de données qui existe, qui s'appelle la base de données carte grise, le SIV, pour les gens qui connaissent ça, et qui va permettre, à des fins de statistiques, je préempte les questions sur le sujet, de savoir finalement d'où viennent les personnes qui viennent en déchetterie et de bâtir une zone de chalandise, qui est quelque chose qui est assez simple dans le monde, assez classique dans le monde tertiaire, on va dire, mais que là, ils ont pu faire, et se rendre compte de plein de choses, notamment sur des déchetteries qui avaient une zone de chalandise très vaste, d'autres beaucoup plus petites, se rendre compte aussi que peut-être les gens qui étaient en bordure de déchetterie, sur une déchetterie qui était en bordure de territoire, on sait qu'il y a des gens de la commune d'à côté, mais qui ne payent pas sa taxe à Decoset, il y a quand même des citoyens de ce territoire-là qui viennent sur les déchetteries. Donc, quelque part, une moins-value ou un manque à gagner sur les infrastructures. Donc, un tas d'enjeux qui, à partir de ces données dont il peut se poser, ils ont pu mieux comprendre, aussi bien d'un point de vue opérationnel que d'un point de vue financier. Grâce à quoi, finalement, une plateforme qu'on a pu mettre en place assez rapidement et qui a pu leur visualiser, leur restituer l'information. Et c'est vraiment quelque chose, ces premières étapes de valorisation qui sont importantes. Alors aujourd'hui, on pourrait aller beaucoup plus loin. On peut imaginer des scénarios d'analyse de données beaucoup plus poussés pour aller re-réguler les usagers en fonction des niveaux de files d'attente dans les déchetteries, des choses comme ça, inciter certains utilisateurs à aller sur telle déchetterie plutôt qu'une autre parce qu'on sait qu'elles vont être saturées à certains moments de la journée. C'est des sujets qui sont en cours de réflexion, mais le préalable, avant d'arriver à cette étape vraiment avancée où on rêve tous de dire « Ok, mon assistante d'Ecoset, dis-moi dans quelle déchetterie je dois aller maintenant », il y a quand même des préalables et ces préalables-là, à mon sens en tout cas, sont importants pour faire augmenter l'ensemble de l'entreprise en termes de maturité et de connaissance de son environnement. Ça, en fait, ce qui est intéressant, Simon, c'est que des usages comme ça, si on fait le parallèle avec d'autres secteurs, il y en a plein. Typiquement, nous, on a bossé avec le musée d'Orsay sur la prédiction de l'affluence. Les données, il y en a dans la billetterie, il y en a dans les systèmes de comptage entrée du musée. Et de l'open data, eux, ce qui était important, c'était les calendriers scolaires, c'était les événements concurrents, c'était la météo qui influence tout ça. Et aussi les Chinois qui arrivent. Et là, la période Covid, c'est pareil, ça a changé la donne. Donc, l'origine, d'où on vient, de quel pays, donc qui sont les plus gros visiteurs, influence aussi le visitorat. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et je pense que ton exemple, il est valable pour beaucoup de secteurs d'activité. Il est valable pour plein de secteurs et le sens de mon propos, c'est bien de dire qu'il ne faut pas griller les étapes. On ne peut pas arriver à ce que tu dis sans être passé par ces étapes de pilotage automatisé et de compréhension de sa donnée. Voilà. Avant de se rendre compte que, effectivement, c'est une fois que tu l'as dit, et c'est ça qui est un peu difficile avec la donnée, une fois qu'on t'a dit qu'effectivement, la météo allait influencer le nombre de personnes qui viennent au musée, ça semble assez évident. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'inverse sur le cinéma, par exemple. Mais ça, généralement, c'est celui qui pratique ça au quotidien, il a déjà des intuitions. Donc, en fait, c'est les intuitions qui doivent être investiguées et creusées à l'aide de la donnée. Et c'est là, après, c'est là où le travail du data scientist, de ceux qui vont fouiller les données, les faire modéliser des comportements en fonction de critères d'influence, ça va changer la donne. Et je reprends mon exemple du mercredi matin, du lundi matin, et c'est là où les données, des fois, montrent des choses, et même tout simplement, auxquelles on ne pensait pas et sur lesquelles l'intuition pouvait être mauvaise. Donc, il y a vraiment ces sujets-là qui sont vrais. L'intuition dont tu parles, moi, c'est plus que de l'intuition, c'est de la connaissance métier, c'est de l'expertise métier. Heureusement, encore heureux que la personne qui est en charge de gérer l'affluence au musée d'Orsay, elle n'a pas attendu le digital pour savoir qu'il y allait y avoir plus de monde quand il pleuvait et qu'il allait organiser peut-être le nombre de guichets d'accueil en fonction de ça. La question est bien de savoir comment la donnée peut aider à ça, peut anticiper ça, peut faciliter son travail. Charge à lui derrière, encore une fois, d'augmenter son niveau de compétence. Et c'est là où on se rejoint par rapport à la question qui était posée sur la vision à 10 ans, sur laquelle l'être humain
à notre sens, fera beaucoup mieux son métier avec ces indicateurs de pilotage que sans. Et il restera primordial parce que clairement, jamais on automatisera ces process-là. Dernier exemple, qui est un exemple tout simple. Malheureusement, je ne peux pas révéler le client. Il touche la période Covid et vous montrer encore un exemple assez simple de pilotage Excel transformé en pilotage dynamique. Il concerne et pourquoi les logiciels spécifiques souvent sont quand même des freins à l'utilisation de la donnée. On parle là du responsable des moyens généraux d'une entreprise qui était sur une dizaine de sites. Qu'a vu arriver dans son périmètre un logiciel de check-in, check-out dans la période Covid pour permettre à ce que les gens, quand ils viennent sur site, sachent qu'ils viennent sur site et pouvoir identifier ceux qu'il faut alerter en cas de contamination, en cas de cas contact. Également, s'assurer que les jauges de nombre de personnes sur site ne soient pas dépassées. Donc, ce logiciel a été développé. Interface de reporting, il y en a eu une. La réalité, c'est que le reporting qui était fait, il était fait sous Excel à côté. Parce que ce n'était pas le sujet, ça n'a pas été prévu, ça n'a pas été anticipé. Et donc, mon responsable des moyens généraux, là, il passait tous ses matins à récupérer le fameux fichier CSV et puis il faisait ces indicateurs là-haut sous Excel que vous voyez, avec ses jauges à la main et ainsi de suite. Là encore, on a fait ça assez simplement. Alors, normalement, je mets les chiffres derrière. Enfin, voilà, il n'y a rien de bien très innovant là-dedans, sauf que les 3 quarts d'heure qu'il passait le matin à faire ça, ou que son assistante passait le matin à faire ça, ça prenait plus que 2 minutes, export, import, et puis je vérifie que je n'ai pas de problème. Et si j'ai un problème, je traite le sujet derrière. Donc, on est beaucoup plus dans l'action, dans la prise de décision et pas dans la construction. En aparté, pourquoi on a fait le projet? C'est parce que son assistante, elle partait en vacances pendant 2 semaines et lui, vous ne voulez pas passer 1h30 à faire ça pendant 2 semaines. Parce que lui, ça allait lui prendre 1h30. Donc, on a souvent une mauvaise conscience du temps, de l'énergie que ça prend de se faire tout ce reporting-là. De mémoire, c'est un projet qu'on a déployé en 3 semaines. Le coût derrière, il est à 150 € par mois, pas de frais de mise en service, parce qu'effectivement, ils savent qu'ils vont l'arrêter assez rapidement et donc ils n'ont pas voulu mettre un ticket d'investissement, ils voulaient juste être sur du locatif derrière. Il y avait un peu plus d'indicateurs derrière. Ils ont même donné l'accès finalement à chaque manager de site pour qu'il puisse faire ce travail-là sans qu'il soit impacté par les données des autres sites, donc avec un minimum de gestion de sécurité derrière. Voilà un dernier exemple tout simple, tout bête, qui vous montre, ou en tout cas dont mon objectif est de vous montrer qu'aujourd'hui, alors moi, évidemment, on l'a fait avec notre plateforme, mais ne vous trompez pas, c'est pas, évidemment, j'en fais la promotion, mais on peut automatiser, on peut faire ce genre de choses avec d'autres solutions. Je ne suis pas la seule, bien évidemment. Mais c'est important de montrer qu'on peut passer à l'action, qu'on peut faire ce genre de projet-là rapidement. Ça ne prend pas forcément 3 ans. Et aujourd'hui, les technologies, que ce soit la mienne, que ce soit Microsoft, que ce soit Tableau, à partir du moment où elles sont maîtrisées, on peut traiter ces projets-là du quotidien qui embêtent finalement tous les managers, voire les collaborateurs au quotidien. Ça redonne un peu plus de sens dans son métier et ça remet finalement des équipes RH, commerce, dans leur cœur de métier, cœur de compétences. Aller voir des clients, faire du social avec ses collaborateurs, gérer des enjeux de croissance, de recrutement, on sait que c'est un sujet important, et pas faire des macros sous Excel, qui est certes très intéressant, mais pas forcément dans le cœur de données. Mais là où je rebondis sur le côté RH, en fait, l'impact sur la gestion de l'humain dans l'entreprise, revaloriser son métier, en fait, parce que ça y contribue. On a eu plusieurs retours d'utilisateurs qui nous ont dit j'ai regagné par mois 2 à 3 jours par mois où je faisais effectivement des tableaux Excel, etc. et qui dégradent un peu. Enfin, ils ont l'impression de faire du travail à la chaîne. C'est un peu le côté j'ai rempli des tableaux, je fais gaffe, je fais mes macros, etc. Et là, on regagne du temps à faire autre chose qui a de la valeur. Enfin, son métier et d'apporter la valeur dans son métier. Et effectivement, ça permet aussi de penser différemment la valorisation des métiers. Au final, la data, elle doit être aussi, enfin la data, c'est pas la data, c'est la manière dont on peut la mettre à profit va bénéficier à l'humain. Et ça, c'est ce qu'on cherche à mettre en avant au final dans nos explications. Et je te rejoins à 200%. Moi, c'est vraiment une tendance qui fait finalement une espèce de longue traîne où je vois bien que sur aujourd'hui, est-ce que un jeune manager de 25 ans va accepter de passer son dimanche soir à faire de l'Excel pendant 4 heures pour amener son reporting à son directeur commercial ou à son responsable? Je pense sincèrement que non. Et c'est une très bonne chose. Et par contre, les entreprises ne sont pas prêtes à ça. Je dirais les PME, encore moins que les grands groupes. Les grands groupes ont une conscience de ça, ne serait-ce que par la difficulté de recrutement qu'elles ont et l'habitude qu'elles ont de mener des projets numériques. Dans une PME. Je ne sais pas si tu as le retour. D'ailleurs, on a souvent des monsieur ou madame Excel dans les entreprises et ils ont souvent plus de la quarantaine, bien tassé.
alors que les nouvelles générations sont plutôt ouvertes à la digitalisation, à des choses un peu plus évolutives et adaptées à leur mode de fonctionnement. Merci beaucoup, Simon. Alors, du coup, là, les questions sont ouvertes. Alors, je vais peut-être ouvrir les micros parce que Joël avait une question, mais comme je préfère qu'elle soit à l'oral, ça permet aussi de l'expliciter potentiellement. Hop, je vais te donner la main. Donc, Joël, si tu veux t'exprimer et poser ta question, c'est avec grand plaisir. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien. Bonsoir à tous. Oui, alors ma question, c'était donc au sujet de la compétitivité des entreprises occitanes. Pour le coup, vous avez généré sur 2 années une banque de données très intéressante sur justement le niveau de maturité des entreprises. Ma question, c'est de savoir aujourd'hui quel regard, en prenant un peu d'altitude, vous avez sur, bon, évidemment, l'échantillon que vous avez pris, les 150 sociétés dont vous parliez, quel regard vous avez concernant leur compétitivité par rapport à ceux qui ont mis en place les outils numériques, par rapport aussi à la découverte de ces sociétés que vous avez rencontrées. Quel regard vous portez sur cette compétitivité? Alors, j'ai envie de dire avant le Covid et après le Covid. Alors, moi, je vais m'exprimer sur le sujet, puis après, je laisserai Simon, parce qu'on a tous les deux avis, mais qui sont assez complémentaires, mais je pense qu'on partage un peu le même état d'esprit. Ce qu'on a pu constater avant-après, en fait, alors déjà au niveau des chiffres, on voyait qu'avant, on était très sur le business. On doit développer le business, faire de l'acquisition, enfin, plutôt même au début, puisqu'on a commencé pendant le premier confinement. Donc, on était sur de l'acquisition. Il faut absolument qu'on aille chercher, là, on est coincé, donc il faut qu'on fasse de l'acquisition business, qu'on développe le CA. Et on a vu que là, 1 an plus tard, on est plutôt orienté sur la pérennisation de l'activité. Donc, le côté, je développe du pilotage, j'améliore mon pilotage et j'optimise la performance de ce que je fais déjà. En tout cas, dans les chiffres, ça ressort comme ça. Sur le terrain, on a vu 2 postures. La posture de ceux qui bloquent tout, qui disent on va attendre, alors, tous n'en s'en sortent pas bien, donc ce n'est pas toujours évident selon les activités. Et la posture de ceux qui disent c'est le moment d'innover. Et là, je rejoins un peu Elvire sur ce côté, voilà, qu'est-ce qu'on a comme potentiel sur comment on peut innover. Et il y en a plein qui ont travaillé sur la manière, alors disrupter, il est un peu fort le terme, mais c'est la manière de valoriser des nouveaux services. J'ai eu plusieurs exemples en fait, de sociétés qui étaient coincées dans leur activité traditionnelle et qui ont dit, OK, on va investiguer la donnée, c'est juste qu'on ne sait pas par où commencer, on sait qu'on a plein de données, donc le potentiel il est là. Par contre, on a 0 stratégie, il n'y a personne qui s'y connaît dans la boîte, on n'a pas une culture approfondie. Et donc, la question qui se posait, c'est comment on y va et comment on peut commencer les premiers jalons. Donc ça, on a eu un certain nombre d'entreprises qui se sont positionnées sur ce sujet et donc qui ont dit on veut innover dans cette période où quelque part on est un peu freiné sur sur le développement commercial. On a eu un certain nombre. Sur la compétitivité, alors, 1 an, c'est un peu faible comme retour pour répondre à ce sujet. Pour autant, nous, de l'expérience qu'on a et des boîtes avec lesquelles on bosse, on sait que l'impact, ne serait-ce que sur le gain de temps, là, ce qu'exprimait Simon, à partir du moment où on commence à structurer ces données, à les mettre au profit des métiers, à organiser cette logique d'entreprise qui veut aller dans la direction de mettre à profit les données dans son activité, on voit que ça génère du gain de temps au quotidien, donc notamment sur le sujet pilotage et générer des tableaux de bord, des KPI. Et ça génère aussi des nouvelles idées. Donc, les équipes, potentiellement, génèrent des nouvelles idées de comment je peux mettre à profit ces données. La difficulté, encore une fois, c'est comment j'embarque tout le monde. Donc, la culture data, et on le voit dans toutes les enquêtes qu'on a faites, y compris en Île-de-France, la culture data de l'entreprise reste faible. C'est-à-dire, dans l'entreprise, les équipes sont faiblement acculturées. Donc, on a beau déployer des outils, on a beau mettre des choses en œuvre. Après, ça rame pour que tout le monde soit embarqué dans l'aventure. Donc, je ne sais pas si ça répond à une partie de la question. En tout cas, voilà, ça c'est mon retour. Moi, je vais répondre à une deuxième partie de la question, qui est la partie, c'est la partie Occitanie, qui était peut-être poussée en termes de questions. Donc, je prenais pas cette parce qu'on n'a pas encore tous les chiffres et ce n'est pas vraiment des sujets qu'on a encore sur lesquels on a communiqué, mais il y a des sujets, à partir du moment où on a 3 régions, on peut quand même comparer les régions. Je ne sais pas si c'était un peu le sens de la question. Et on peut comparer aussi des secteurs. On a vu qu'on avait des secteurs qui étaient plus ou moins représentés.
Il y a une chose, moi, qui m'a surpris, que j'étais cherché par intérêt assez direct sur le sujet, c'est la partie industrie. Donc, tous les segments industrie, dans quelle mesure ils sont digitalisés, bien digitalisés. Moi, j'avais l'intuition comme ça qu'effectivement, on avait quand même un peu de retard dans notre région sur cette thématique-là. Effectivement, on confirme, et quand on compare par exemple une région comme Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, je mets de côté un peu Île-de-France parce que sur l'industrie, il y a peut-être un peu moins d'entreprises présentes, mais on voit qu'il y a en gros un niveau de maturité de retard. Vous vous souvenez, les niveaux là, P1, P2, P3, P4, on voit que la courbe elle est décalée vers la gauche de notre côté et un petit peu vers la droite côté industrie. Donc, moi, c'est ça que je ressens. Je l'ai vu aussi concrètement avec, par exemple, sur des plans France Relance, des sollicitations qui arrivaient hors région et sur la région, j'en ai eu assez peu. Donc, voilà, comme ça, moi, je dirais qu'on est quand même sur une région qui est encore assez sudiste dans l'approche, donc beaucoup à l'expérience, au feeling, et qui a besoin de comprendre que le digital, c'est un outil non pas de remplacement de l'humain, mais bien d'objectiver, d'améliorer la compréhension des process et d'avancer un peu plus. Voilà un peu ce que je voulais compléter. Je ne sais pas quel était le sens de la question, effectivement, comme disait Gaël, c'était vraiment sur la manière d'aborder les projets ou sur un aspect compétitivité du territoire. Je ne sais pas si Joël, tu… Non, effectivement, la question avait un double intérêt. C'était déjà effectivement de voir comment un dirigeant d'entreprise qui décide d'investir dans un processus de digitalisation va être en mesure de prendre en considération, je dirais, les indicateurs de succès de son implémentation et de son investissement. Ça, c'est important aussi de mesurer le succès indépendamment de la compétitivité. Et ensuite, effectivement, la compétitivité vient naturellement. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai pu constater sur un projet que j'avais mené notamment il y a quelques années, un petit peu en lien avec ce que vous faites. Et puis, surtout, je m'étais rendu compte que certains secteurs étaient beaucoup plus avancés que d'autres en Occitanie en particulier, puisqu'on s'était focalisé sur l'Occitanie. Et ce n'étaient pas nécessairement les secteurs, je dirais, technologiquement les plus évolués. C'est-à-dire qu'on peut spontanément penser à des secteurs comme l'aéronautique ou le spatial, que je connais bien. Et en réalité, ce n'est pas nécessairement ces secteurs-là qui avaient démontré le niveau de maturité le plus important. Donc voilà, je voulais voir effectivement aujourd'hui si vous partagiez ce constat que l'on avait effectivement fait, nous, il y a quelques années, où on avait senti effectivement que l'Occitanie est un petit peu en retrait par rapport à cette maturité numérique. Et je voulais savoir si en 2021, c'est toujours le cas. Bon, ce que je comprends dans votre réponse, c'est qu'effectivement, il y a du mieux, mais il y a encore des axes de progrès assez importants, toute taille de société confondue. Oui, tout à fait. Oui, en sachant que la majorité des répondants qu'on a eus, c'est quand même des structures qui ont moins de 50 collaborateurs. Au final, on a une faible représentation des plus de 50. D'accord. Ah, ok. Donc après, notre analyse, elle est quand même très orientée sur les moins de 50. D'accord. L'année prochaine, je pense qu'on essaiera de creuser les structures qui ont plus de 50 parce que c'est intéressant de mettre en parallèle les tailles d'entreprise, la manière dont ils intègrent ces sujets-là et la gouvernance qu'ils peuvent mettre en place. Parce qu'on le voit, en fait, le sujet de la gouvernance, on l'a peu développé, mais c'est un vrai écueil au final et qui peut poser des vrais coups de frein à main sur le développement de projets de data du fait d'un flottement sur qui fait quoi, comment on organise les choses, comment faire en sorte de mettre la donnée au service de l'entreprise. C'est important ce que vous venez de dire parce qu'il y a une culture en Occitanie de gros industriels avec une logique en cascade de fournisseurs. Et typiquement, les fournisseurs, je dirais, qui sont sur les tiers 2, tiers 3, tiers 4, sont beaucoup plus petits. Et bien souvent, l'investissement numérique s'impose à eux tout simplement parce que leur donneur d'ordre leur impose en fait cette montée en compétences et cette digitalisation. Et donc, et ça, c'est assez particulier finalement en Occitanie sur un certain nombre de secteurs phares. C'est très vrai sur la filière aéroespace. Ouais, exactement. Moi, je vous rejoins à 200%. Ouais. On voit qu'on est face à ça rejoint la maturité, on est face à des chefs d'entreprise qui attendent non pas la réglementation, mais la contrainte du d'ordre. Et c'est pas bon, parce que vraiment, là, pour le coup, ça les met dans une situation à risque. C'est ça. Sylvia en a bien parlé, elle a bien présenté ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'intègre pas le digital aujourd'hui dans
dans sa stratégie d'une manière ou d'une autre. Alors, ils sont très bons, hein. Je volontairement dire pour produire des boulons de 12 qui tiennent 250, je ne sais pas quoi, super. Mais bon, aujourd'hui, je pense que ça ne suffit plus et je pense que c'est un vrai changement. On a au niveau de Digital 113, donc le cluster d'entreprise en Occitanie, on a fait un petit sondage auprès de nos adhérents sur l'impact des plans France Relance Industrie. Alors, on constate qu'ils n'ont pas ruisselé sur les secteurs du numérique aujourd'hui, alors qu'on voit qu'il y a des projets qui se mènent. Donc, ça pose effectivement cette question-là. En tout cas, ça met en exergue ce manque-là. Audrey avait une autre question. Est-ce que tu veux la poser, Audrey, ou est-ce que je la relis? Alors, déjà, Audrey, je peux la lire si tu veux. On aime bien entendre ta voix. Non, mais c'est vrai qu'au regard des cas que tu nous as partagés, Simon, je me posais la question de savoir si effectivement dans les discussions ou dans les partages que tu avais avec tes futurs clients, donc prospects, au moment où tu parles effectivement d'automatisation de process, est-ce que tu inclus une analyse un peu poussée de la mesure du gain finalement de temps qu'on pourrait allouer sur d'autres tâches auprès des dirigeants et des décideurs avec qui tu discutes de ces projets? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans la vie professionnelle et dans ce cadre d'entretien d'entreprise ou pas du tout? Et est-ce que tu penses que c'est un levier, un réel levier d'achat aujourd'hui? Ouais. Alors, je vais peut-être répondre parce que tu m'as adressé la question, mais je pense que Gaël aura un avis aussi très fort là-dessus. Moi, ce que j'observe sur une site PME, c'est que ce sujet-là, c'est un sujet hautement tabou et sur lequel il y a des grosses divergences entre les gens qui sont opérationnels et souvent les directions qui ont du mal à saisir la performance ou l'impact que ça peut avoir. Et donc, voilà. Donc, factuellement, c'est très dur. C'est très dur à évaluer. Parce que peu de gens sont suffisamment honnêtes ou humbles ou réalistes sur le temps qu'ils passent à produire du reporting ou n'ont pas l'information. Quand je prends des exemples d'entreprises un peu structurées, PME, grande PME, petite ETI, c'est souvent une assistante commerciale, c'est souvent des jobs un peu partout qui font toute partie du reporting. Et via un processus de consolidation, quand on met tout ça bout à bout, ça fait pas mal de temps, mais personne n'est très lucide là-dessus. Donc, le problème de l'évaluation initiale, déjà, n'est pas simple. Moi, j'ai quelques clients, effectivement, qui m'ont clairement dit c'est plus possible. Aujourd'hui, on sait qu'on passe trop de temps à faire ça. J'ai en tête un client, il avait un reporting pour un de ses clients le plus important. Il passait une semaine par mois à produire son reporting. C'est 25% du mois. Donc là, clairement, c'était identifié. Malheureusement, ou quelque part, le deuxième sujet qui l'a fait basculer, c'est que son client voulait avoir un accès direct au reporting sans être dépendant, entre guillemets, de son prestataire. Et c'est le mix des deux. Je ne sais pas si juste le temps aurait suffi à les convaincre. Aujourd'hui, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a bien vu ce que ses collaboratrices avaient gagné, beaucoup de collaboratrices en l'occurrence, et surtout la qualité du reporting qui était produit, parce qu'à partir du moment où vous passiez une semaine et la crainte qu'il avait, et qu'avait surtout beaucoup d'acteurs, c'est que ça se réduise à zéro. La réalité, c'est que ça diminue de moitié, de 30%. Après, ça reste un choix. Mais par contre, la qualité augmente énormément, puisqu'on passe en phase de conseil, en phase de proposition d'action, et vous passez d'un PowerPoint où vous avez 50 indicateurs avec juste des chiffres à 3 slides, vous avez un indicateur et on vous dit, là, voilà, ça, c'est pas bien, voilà pourquoi, voilà ce que je propose. Et ça change fondamentalement la chose. Et cette partie-là, ça, clairement, c'est pas chiffrable. Donc, c'est très clairement, aujourd'hui, moi, je ne sais pas faire. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas l'alpha et l'oméga de la chose. Honnêtement, c'est un rêve pour moi. C'est quelque part d'avoir un business model basé là-dessus. Je signe de suite. C'est-à-dire que je suis tellement convaincu que le temps gagné est énorme qu'il y a beaucoup à y gagner. Maintenant, moi, je n'ai pas trouvé la martingale qui permette de faire que ce soit un levier d'achat. Je donne un exemple, mais je considère que ça reste des exceptions. Donc, dans certains cas, là, honnêtement, l'exemple que je donnais avec mon responsable de moyens généraux, je ne suis pas sûr qu'il eût acheté aussi rapidement s'il n'avait pas été directement impacté. Donc là, il s'est vu dans une situation où c'est lui qui allait devoir faire ça. Tant que c'était son assistante, c'était long, ça allait râler, mais bon, voilà, ça se faisait quand même. Donc, voilà. Ma vision là-dessus, c'est que j'aimerais bien, mais ce n'est pas une réalité. Par contre, je pense que d'ici quelques temps, ça va le devenir parce que autour de difficultés de recrutement avec les jeunes ou moins jeunes collaborateurs d'ailleurs, parce que tout le monde en a marre quand même de faire ces tâches-là, demanderont, donc ça sera un préalable finalement à l'embauche,
Voilà. On sait, enfin, je pense que vous connaissez toutes et tous des personnes qui ont refusé un poste parce qu'une fois rentrés, ils ont dit mais qu'est-ce que c'est pas possible, pas d'outil digital, rien. Enfin, voilà, je ressors. En tout cas, moi, j'en connais. donc, ça devient un sujet. Merci, Simon. Gaël, ton avis? Le Ouais, temps. non, mais moi, enfin, je compléterai juste, mais moi, je partage à 2000% moins ce que tu partages là. Non, simplement, mais en complément de ce que tu disais, c'est vrai que nous, ça fait partie de notre travail quotidien d'aider les dirigeants à décider sur comment s'embarquer sur un sujet data, comment mettre en place un outil de pilotage. Et on fait toujours cet exercice avec eux d'évaluer le coût, l'investissement et le ROI, enfin, c'est-à-dire le retour et qu'est-ce qu'il va pouvoir dégager comme valeur. On le fait avec lui, l'exercice. C'est bien souvent un exercice sur une certaine partie, donc on dit gain de temps. On le voit bien, on cherche des intuitions, on implique les personnes qui sont sur ces sujets-là. Et comme le dit Simon, c'est du doigt mouillé, j'évalue à peu près. Là où on évalue vraiment le retour sur investissement, c'est quand il y a du gain financier. C'est-à-dire quand on va chercher des sujets où on va générer de la valeur, développement de chiffre d'affaires, acquisition client, fidélisation, etc. Donc les sujets de connaissance client, on arrive généralement plus facilement à évaluer un ROI. Tout ce qui est gain de temps, déjà d'une dans les projets, quand on regarde le rapport investissement-gain de temps, ce n'est pas ce qui est le plus à court terme intéressant. Généralement, les chefs d'entreprise qui décident vite, c'est parce qu'ils veulent aller chercher les jalons d'après, qui est de dire comment je peux prédire mon activité, comment je peux modéliser des comportements clients pour leur proposer le bon produit au moment, au bon endroit. Et c'est là où il y a les plus grosses générations de valeur qui sont autres que le temps. Mais bien entendu, il faut passer par ce premier jalon qui est de dire déjà, mets un pilotage efficace qui va te permettre de décider de manière efficace, de gagner du temps dans tes processus. Après, je suis comme Simon, hein, on n'a pas encore trouvé la solution miracle pour évaluer le ROI avant même d'avoir démarré quoi que ce soit avec le client. Et pour évaluer le gain de temps, il faudrait déjà l'évaluer en amont, qu'il ait mis du tracking time dans son organisation, ce qui est bien souvent pas le cas. Donc là-dessus, après, on arrive à avoir quand même des intuitions et ne serait-ce qu'en bench, avec des benchmarks de gens qui fonctionnaient qui fonctionnaient sans et ensuite avec des outils. Mais c'est juste des benches, c'est-à-dire que ça leur permet de se projeter, d'avoir des grosses mailles, de voir ce qu'on peut gagner concrètement. Moi, je pense que plus que le gain de temps, c'est l'incapacité à recruter qui va faire changer ça. Là, moi, j'ai 2-3 contacts sur des services RH, services moyens généraux, services achats. Ils n'arrivent pas à recruter. Donc, au bout d'un moment, le niveau d'activité augmente. RH, hein, c'est flagrant. Hein, avec la Covid, là, ils se prennent un paquet de trucs en plus à faire. Donc, ça ne passe plus. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas des budgétés, ce n'est pas des projets qui sont budgétés, ça sort complètement du cadre, ce n'est pas identifié des DSI, c'est hors cadre. Là, je suis en train de travailler avec une grosse mutuelle, voilà, 1200 personnes. Combien de gens télétravaillent hier? Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. Et les RH perdus ils se rendent compte que ce n'est pas possible. Ils se rendent compte que ce n'est pas possible. Et s'ils veulent recruter 3 RH, ils n'ont pas les budgets pour faire ça. Donc c'est plus pour moi le manque de la capacité à recruter qui va être facilitateur dans les mois ou années à venir que le gain de temps, même si tu l'auras compris, j'en suis convaincu. Merci à vous. Est-ce que nous avons d'autres questions? Vous avez le droit de pas poser de questions, à juste d'échanger. Sinon, on a des bières qui traitent. J'ai commencé à sortir. Pour finir la discussion. C'est le gain de temps, c'est le souci de RH ou c'est une crise qui dure aussi, puisqu'on voit bien que le télétravail devient aujourd'hui une alternative et que sans digitalisation de l'entreprise et du système d'information, il n'y a pas de vie d'entreprise en fait. Oui et non, parce que l'exemple que je donne, hein, le badgeage, tout est digitalisé. Hein. Il n'y a juste pas de reporting. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les données, les ont. Hein. Juste, il n'y a pas cette culture, cette capacité, hormis à passer par Excel, à piloter son activité ou piloter des sujets comme ça. Et donc, la manière de le faire aujourd'hui, c'est de sortir son export de son ERP, traiter les fichiers à la main et essayer de tant bien que mal de le sortir. Donc, on ne le fait pas. Enfin, quand vous avez 1200 personnes, voilà, le ERP, il vous sort des fichiers, mais tout le monde est perdu devant ça. Donc, ils vont faire ça une fois par trimestre. Ils vont essayer de sortir des moyennes et des stats et passer des semaines à sortir un chiffre qui va être à moitié faux ou moitié juste. Ça dépendra de l'humeur de la personne au moment où elle le fera, quoi.
Donc, c'est là où, effectivement, la difficulté de maturité, le manque d'outils ou de vision gêne un petit peu là-dessus. Parce qu'effectivement, enfin, le process de digitalisation, pour le coup, là, a été fait. Effectivement, ça dure. Par contre, ça dure. Effectivement, à l'époque, télétravail, c'était 2 personnes. Bon, voilà, ça suivait. Là, maintenant, c'est 100% des collaborateurs. Donc, par contre, ça a accéléré. Ouais. Alors, qui ose nous poser une 3e question? Ce sont 2 questions, j'avais 230. Même des questions qui ne seraient pas directement connectées au sujet qu'on vient d'évoquer. Typiquement, là, tout à l'heure, c'est dommage, on n'a plus Olivier. Je ne sais pas si le sujet éthique est un réel sujet pour vous. On a évoqué récemment l'augmentation du volume de données qui sont traitées dans les entreprises et l'impact que ça peut avoir sur nos pratiques, sur notre empreinte environnementale. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous préoccupe, si c'est quelque chose que vous voyez, vous ressentez dans vos échanges avec d'autres entreprises. Toi, Simon, peut-être déjà, pour commencer. Moi, honnêtement, non. Je n'ai pas le sujet éthique, mais moi, je suis sur des sujets vraiment de data de pilotage, donc la question ne se pose pas trop, je pense, encore. Moi, c'est plus, comme j'ai pas mal de clients dans le commerce, c'est plus le flicage. C'est plus ça qui est une crainte, donc ce n'est pas une crainte d'éthique, mais c'est une crainte de la donnée pour surveiller. Voilà. Et, alors, on peut mettre ça sur le sujet de l'éthique. Hein. Voilà, je ne fais pas cet amalgame, mais on pourrait le faire. Donc voilà, là, c'est quelque part le passage d'un mode organisation hiérarchique traditionnelle à un passage où on est tous là pour essayer de trouver les moyens de s'améliorer et d'améliorer l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un changement de posture managériale qui arrive grâce à la data, mais qui est encore, pas plus tard qu'hier, entreprise dans le monde agri-agro. On veut un tableau de bord de pilotage commercial, mais on aimerait bien avoir juste de l'info client, quoi. Pas trop qu'on nous surveille par derrière pour savoir si on a fait le bon nombre de rendez-vous et ainsi de suite. Alors que, bon, voilà, on peut aussi penser que c'est un outil d'aide à l'accompagnement des commerciaux en difficulté ou à partager des bonnes pratiques de façon objective. Il y a d'autres manières de prendre le sujet. Donc, moi, c'est plutôt ça que je vois. Bon, je pense qu'on va finir juste en mode bière, hein, parce que du coup, il n'y a pas trop de questions. Après... Il n'y a pas de questions. On va vous laisser toutes et tous. Peut-être vous remercier déjà pour votre présence. C'est ça, pour votre présence, malgré le fait qu'on soit resté en distanciel, parce que c'est vrai qu'on sait que c'est moins sympa, surtout dans ces horaires-là. On a toute la famille qui est derrière dans la cuisine. Ou pas loin. Merci en tout cas à vous toutes et vous tous d'être venus, d'avoir tenu jusque-là, de nous avoir écoutés. J'espère qu'on n'aura pas dit trop de bêtises et qu'on vous aura intéressé. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous aimeriez évoquer au travers de l'Observatoire ou échanger avec nous. Simon et moi, on est impliqués à Digital 113 sur les sujets data dans une factory qui s'appelle Valorisation des données. Et puis l'Observatoire a quand même vocation à partager des sujets, à remonter des nouvelles questions. Donc si vous avez des questions qui vous intéressent en particulier pour notre enquête qu'on va mener en 2022, n'hésitez pas à nous remonter vos propres interrogations. Et puis même si vous souhaitez investiguer des données qu'on a aujourd'hui et qu'on n'aurait pas creusées lors de cette présentation, n'hésitez pas. En tout cas, merci à tous. Merci à toutes et tous. La prochaine fois, on activera les caméras, ça sera plus simple. Voilà. Santé. Santé, bonne soirée. Santé.